hausse évaluée à plus de 44 000 tonnes contre 38 000 tonnes en 2020. Les importations et les exportations totales ont baissé. Elles sont toujours destinées à l'Europe, l'Asie et le reste de l'Afrique. Courant 2021, le gouvernement a mis en demeure la société Balaji Group Mining Kalsaka qui détenait le permis d'exploitation de la mine industrielle d'Inata, puis a retiré son permis. La société a esté en justice. Dans l'affaire de vente illicite d'intrants, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a requis 5 ans de prison avec plus de 500 millions de francs CFA d'amende à Sylvestre Yamwego, ex-directeur de l'audit interne de contrôle de gestion de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex. L'homme d'affaires burkinabé en exil depuis des années au Bénin, Salif Kosuka Ouedraogo, a été interpellé et mis sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour une affaire de 3 milliards de francs CFA. Pendant que des Burkinabés investissant illégalement dans les hydrocarbures au Burkina ont écopé de peines de prison jugées lourdes et d'amendes allant jusqu'à 8 milliards de francs CFA. Dans la même période, le RENLAC a relevé une augmentation des pratiques corruptrices avec la consécration de la police municipale, de la police nationale et des douanes à la tête des services les plus corrompus. Paradoxalement, la Cour des comptes a relevé dans son premier rapport rendu public en décembre 2021 une amélioration progressive globale de la gestion des finances publiques. En dépit de la réouverture des frontières aériennes, terrestres et ferroviaires au Burkina, la conférence de Bruxelles initialement prévue début décembre pour le financement du PNDS2 a été reportée à cause du nouveau variant du Covid-19 Omicron et de sa propagation en Europe. Voilà, une rétrospective de l'actualité économique signée Rachid Assad Zongo qui est également avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonne et heureuse année, bienvenue. Merci Gambou, bonne et heureuse année à toi et également à tous ceux qui nous suivent. On va penser à ceux qui nous font la fidélité de suivre 7 jours dans la savane et également aux nouveaux et nouvelles venus. Alors, comme on peut le remarquer dans le reportage qui vient de passer, l'année 2021 a été dure au plan économique pour les Burkinabés. Vous avez parlé de la cherté de la vie, mais peut-être la réouverture des frontières dont vous avez parlé à la fin pourrait être un soulagement. Tout à fait. On pourrait dire que la réouverture des frontières qui a été actée le 1er décembre dernier constitue une sorte de soulagement pour les populations qui criaient être à bout. Et là-dessus, on pourrait justement féliciter d'une certaine manière les autorités pour avoir osé prendre le courage d'ouvrir les frontières. Mais là-dessus, il y a une problématique qui se pose parce que vous n'êtes pas sans savoir que même si le Burkina Faso a réouvert ses frontières, les pays frontaliers du Burkina Faso n'ont pas également emboîté le pas au même titre que le Burkina Faso. Donc, des pays comme le Mali, le Niger, et pour ne citer que ces exemples-là, et bien d'autres, n'ont pas réouvert leurs frontières au même titre que le Burkina Faso. Si bien que, même si les 6 frontières du Burkina Faso sont réouvertes, n'empêche que l'activité économique connaît toujours des difficultés, du moment on ne peut pas sortir pour entrer dans un autre pays. On peut sortir, mais on n'a pas accès aux autres pays. Bon, ça fait que le problème n'est pas... Une réouverture en tant que telle. Voilà, ce n'est pas une réouverture en tant que telle. Voilà. Ou sinon, une semi-réouverture. Voilà. Donc, ça profite moins, on va dire, surtout aux acteurs économiques qu'aux populations en général. Voilà. Donc, là-dessus, je pense que ce qui importe aussi de relever, c'est que du fait que certaines frontières, notamment la frontière du Burkina Faso avec le Mali, et également celle avec le Niger, sont confrontées à une recrudescence de l'insécurité. Et là-dessus, il faut constater que malheureusement, le flux, déjà pour ce qui est des transports, est en baisse. Le flux pour ce qui est des activités de façon générale est également en baisse. Parce que ces frontières-là sont justement, on va dire, empreintes d'insécurité. D'autres frontières comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo connaissent moins, on va dire, des difficultés en lien avec la sécurité, ou sinon je dirais l'insécurité. Mais quoi qu'il en soit, les activités économiques sont relatives, voilà, parce que ce sont des axes que vous savez bien qui ne sont pas, on va dire, épargnés pour ce qui est des questions en lien avec l'insécurité. Parfois, il y a aussi des attaques. On prendra pour
exemple, le corridor Ouaga-Abidjan, voilà, qui n'est pas sans risque, qui n'est pas sans danger. Et donc là-dessus, c'est juste pour dire qu'aucune frontière n'est à l'abri de l'insécurité. Voilà ce que l'on peut dire pour ce qui est en tout cas de la réouverture des frontières, pour en tout cas ce qui concerne le volet économique. Le point sur lequel je vais achever, on n'oublie pas que cette réouverture des frontières-là s'est faite dans un contexte bien donné où les populations criaient leur ras-le-bol, mais il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la réouverture des frontières, ou du moins la fermeture des frontières, était liée à quoi? La pandémie du Covid-19. On se retrouve qui a également impacté l'économie. Tout à fait, et qui continue d'impacter le pays. On n'oublie pas que ces derniers temps, et déjà on sait qu'en date du 26 décembre, on se retrouvait avec un nouveau pic du Covid-19, plus de 500 nouveaux cas de Covid-19 au Burkina Faso. Donc il y a un boom du côté du Burkina Faso en termes de nouveaux cas. C'est le cas aussi pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, avec pratiquement plus de 1500 nouveaux cas pour ce qui est en tout cas du Covid-19. Donc pour dire que il va falloir que on révise davantage nos réflexions, révise davantage nos solutions pour pouvoir trouver véritablement des solutions plus efficaces pour pouvoir résoudre les problèmes liés à l'économie qui sont gangrénés par les questions sécuritaires et également la pandémie de Covid-19. Alors, vous parlez également de ces localités commerciales réduites. Tout à fait. Vous aurez pu constater qu'à l'entame de la vidéo que nous avons pu suivre, j'ai confié qu'il y a des localités où il y a une disparité par rapport au prix, notamment des produits de grande consommation. Et pour aller plus loin, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, des zones pastorales comme Djibo, dans le Soum, Loudala, à Gorom, Dori, où il se pratiquait, on va dire, l'élevage pratiquement à outrance, ne sont plus de bonnes adresses pour ce qui est de l'élevage. Voilà. Donc aujourd'hui, il est difficile, par exemple, de dire que on peut s'approvisionner en bétail du côté de Dori, de Djibo ou tout autre. Voilà. Les greniers du Burkina Faso, que sont, on va dire, les régions de la boucle du Mhoun, les cascades, les hauts bassins, une partie du sud-ouest, sont aussi aujourd'hui menacés par les attaques terroristes. Voilà. Donc, pour dire que de plus en plus, même ces régions-là que l'on estime être celles qui pourraient justement nous aider à vivre, elles sont toujours également en danger. Donc, il faut nécessairement que l'on puisse trouver des solutions. Pour achever, vous savez que les activités commerciales, financières, pour ne pas dire économiques, aujourd'hui, sont concentrées dans un certain nombre de localités. Et ces localités-là, c'est le cas de Bobo Dioulasso, considéré comme étant la capitale économique du Burkina Faso. Vous avez Houndé, vous avez Boromo, vous avez Koudougou, vous avez Pouitenga, qui aujourd'hui accueillent de plus en plus de déplacés internes. Voilà. Donc, de nouveaux défis qui viennent également s'ajouter aux défis que connaissent déjà ces localités. Donc, je pense que c'est déjà des poids qui viennent s'appuyer sur déjà des poids qui existent, et il faille nécessairement qu'à la fois les autorités locales, mais également plus générales, puissent trouver, on va dire, assez rapidement des solutions. Sans quoi, le plombage dans lequel on se trouve, pour ce qui est en tout cas de l'économie nationale, ça va se répercuter dans des zones où encore on avait de l'espoir. Voilà. Alors, dans ces conditions, qu'en est-il des perspectives économiques 2022 ? Bonne question. Je ne suis pas, on va dire, un spécialiste en matière de baguette magique pour oser dire que, en termes en tout cas de perspective, voici les solutions qu'il faille nécessairement utiliser. Mais déjà, je pense qu'on peut se pister des perspectives. Et déjà, en termes de piste de perspective, je m'intéresse, on va dire, aux déplacés internes. Vous voyez que du côté de Kaya, de Kongoussi, pour ne citer que ces exemples-là, on se retrouve pratiquement avec une masse énorme de déplacés internes. Et il est nécessaire qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ces déplacés internes-là de vivre un tant soit peu au même rythme de vie que les populations autochtones. Et là-dessus, moi je pense que les dons que l'on offre aux déplacés internes, c'est bien, mais ça ne peut pas les aider à vivre. Il faut que l'on aide les déplacés internes à pouvoir se socialiser davantage. Trouvons des moyens pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus, pour pouvoir prendre soin d'elles-mêmes. Sinon, on va se retrouver dans des situations où on aura des localités qui sont ingérables. Autre aspect, en début j'ai parlé de réouverture des frontières, et je disais que le Burkina Faso a réouvert ses frontières, mais d'autres pays ne l'ont pas fait. Je pense que des instances sous-régionales comme l'UEMOA
qui nous parle chaque fois de libre circulation des personnes et des biens, doit faire en sorte que les pays membres puissent se concerter davantage et aller dans un élan de réouverture commune des frontières, avec des conditions assorties. Voilà. Je pense que c'est à ce prix-là que l'économie pourra un temps soit peu pouvoir se relever. Et autre chose pour achever, je pense qu'aujourd'hui, la plupart en tout cas des Burkinabés sont unanimes sur le fait que l'économie nationale est à plat depuis pratiquement, ce n'est même pas seulement 2021, depuis pratiquement 2019 jusqu'à maintenant, avec la recrudescence de l'insécurité, il faille nécessairement que la population ait des gestes de résilience. Et les gestes de résilience, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une sorte d'environnement où il y a toujours des gens qui semblent être on va dire au-dessus de d'autres. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus, il y a des secteurs qui connaissent des développements, pas que on les considère plus que d'autres, mais c'est tout comme. Je prendrai l'exemple du cas de l'hôtellerie. Voilà, aujourd'hui, quand on parle de l'hôtellerie, du tourisme, pratiquement, ou du moins, on n'en parle même pas. On ne parle pas tourisme, on ne parle pas hôtellerie. Et pourtant, ce sont des secteurs qui sont porteurs, pour ne pas dire des secteurs pourvoyeurs. On va dire d'argent pour le pays. Et là-dessus, je pense qu'il y a lieu que l'on puisse faire en sorte que tous les secteurs donnés puissent en tout cas avoir un certain gain pour que l'économie nationale puisse, on va dire, retrouver, on va dire, quelque peu sa figure d'antan. Et on espère que nos autorités en tout cas nous ont écoutés et aussi les populations feront en sorte qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et on espère aussi qu'au cours de cette année 2022, on pourra trouver des solutions à toutes ces difficultés que vous avez énumérées. En tout cas, c'est des difficultés qui plombent un peu l'économie nationale. C'est bien cela. Pour toutes ces recommandations, pour tous ces décryptages, pour cette rétrospective économique 2021. Merci bien Kambou et excellente suite en compagnie des téléspectateurs de Savane TV. Merci. Et à l'international, plusieurs faits ont marqué l'année 2021 et nous en parlons avec notre spécialiste des questions internationales qui est avec nous sur ce plateau. Bonne et heureuse année, Amadé Adamasoro, et bienvenue. Bonjour et bonne et heureuse année, Kambou. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Alors, et comme fait marquant, d'abord dans la sous-région Sahel ou sous-région ouest africaine, nous avons le coup d'État à la transition au Mali, ou à la première transition au Mali, puisque c'est toujours la transition. C'était le 24 mai 2021. Bandao et Moktawan sont arrêtés et l'avènement de Assimi Goïta comme président de la transition. Absolument. Bien sûr, nous avons eu le temps de commenter cette actualité politique au Mali et qu'à son temps, il y avait eu donc cette levée de boucliers au niveau de la CEDEAO, au niveau de la communauté internationale pour faire en sorte que la junte au pouvoir organise dans les délais les plus brefs le retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui n'a pas été le cas puisque vous savez que depuis un certain temps, il y a ce qu'on appelle les assises nationales pour la refondation qui ont donc abouti à une feuille de route pour la fin de la transition. C'est vrai qu'il n'y a pas le fin mot de la junte au pouvoir ou des militaires au pouvoir, puisque parmi les propositions, parmi les recommandations qui ont été faites au cours de ces ANR-là, c'est de prolonger la durée de la transition entre 6 et 5 ans. Ce qui, effectivement, pour l'instant n'a pas fait l'objet de déclarations de la part des partenaires du Mali, que ce soit la CEDEAO ou communément appelé, ce qu'on appelle communément la communauté internationale, dirigée par amenée ici par la France, parce que peut-être c'est la fin d'année, cela coïncide avec la fin d'année, et les gens sont peut-être occupés à autre chose. Donc, pour dire que c'est fait, qui est un énième coup d'État donc dans ce pays, mais aussi dans la sous-région ouest africaine, est l'expression d'un certain ras-le-bol de la gestion de la chose publique et politique par les gouvernants. Est-ce que cela nous amène à poser une question centrale, celle de savoir est-ce que la démocratie ne serait pas incompatible avec le continent africain, notamment en Afrique noire? Est-ce que la démocratie à la manière occidentale doit continuer avec les mêmes paramètres ou il faut revoir
introduit, donc, n'est-ce pas, des réformes pour que cette démocratie-là, comme vous le savez, est une démocratie d'élite, puisque la grande majorité de la population n'est pas censée connaître les vrais enjeux de la démocratie. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a une élection, qu'il y a un scrutin, donc, les gens, surtout les politiques, ont recours à une fraude, à la fraude massive, à l'achat des consciences, à des manipulations. Parce que les électeurs qui votent sont en majorité analphabètes et ils ne perçoivent pas les vrais enjeux, n'est-ce pas, du vote. Donc ici, est-ce qu'il faut travailler à faire en sorte que l'éducation soit la chose la mieux partagée entre la population pour que les enjeux, les véritables enjeux du développement soient connus et appréhendés par la population. Et là, nous pouvons véritablement parler de démocratie. Donc ces coups d'État, effectivement, viennent pour effectivement freiner l'élan démocratique, mais le plus souvent, ces mouvements, cette éruption de l'armée dans l'arène politique est accompagnée par une adhésion populaire. Ce qui veut donc dire que souvent les populations ne se reconnaissent pas dans cette donne démocratique à l'occidental. Et ce qui est marquant, c'est que actuellement au Mali, on sent que l'arrivée de Assimi Goïta en tant que président de la transition marque un tournant majeur dans la vie politique malienne, mais aussi dans les rapports entre le Mali et le reste du monde, notamment le monde occidental. Absolument. Et vous savez que le monde est divisé en plusieurs camps. Il y a le camp occidental et puis il y a le camp non occidental. Ces camps-là est généralement incarné par la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Il y a aussi le cas occidental qui est, bien sûr, incarné par l'Union européenne, notamment les pays de l'Ouest, et aussi les États-Unis, le Canada, etc. L'Australie, bien sûr. Donc ces pays-là, en réalité, lorsqu'il y a une donne politique quelque part, il y a des positionnements. Et ces positionnements sont souvent en fonction de leur idéologie, les idéaux, en fait, qui sont défendus par les deux camps. Ici, on s'est tout de suite rendu compte que la tentative de chercher d'autres partenaires pour aider à résoudre la question sécuritaire au Mali n'a pas été du goût du monde occidental. Sinon, la Russie, c'est un pays membre du Conseil de sécurité et sur d'autres têtes d'opération, il y a eu une collaboration entre la Russie et les pays occidentaux. Pourquoi sur le terrain africain, il y a comme si la Russie était cette peste-là qu'il faille, n'est-ce pas, dégager. C'est vrai qu'il y a des intérêts stratégiques, géopolitiques, etc. Et que par conséquent, la France considère ces ex-colonies comme toujours son précaré et qu'une influence qui sera exercée par un pays donc, qui quitte le monde occidental, qui n'est pas du monde occidental, n'est pas forcément bien vu. Vous avez récemment, bien sûr, vu ce communiqué qui a été signé par 15 pays occidentaux condamnant le déploiement de forces paramilitaires russes au Mali. Or, nous savons très bien que si c'est un terrain d'opération, il y a une connivence entre les pays occidentaux et la Russie, notamment sur la question du nucléaire, où la Russie également fait partie des pays qui participent aux négociations. Sur la question de la Libye également, il y a eu donc des pourparlers entre ces différents pays-là. Donc ici, c'est des enjeux stratégiques et politiques, et géopolitiques donc, qui se jouent, même si pour les observateurs de la scène politique africaine, ce sont les intérêts économiques qui sont en réalité la véritable boussole qui fait bouger toutes ces nations, tous ces pays. Alors, l'autre remarque que l'on fait également, c'est qu'aujourd'hui, Assimi Goïta est un peu vu comme un héros par une grande partie de la jeunesse ouest-africaine. Certains n'hésitent même pas à les considérer, à le comparer à Thomas Sankara, par exemple. Thomas Sankara, ah, oui. Bien sûr. Vous savez, il y a deux faits marquants qu'il faut souligner. En 2013, la France, notamment dirigée par François Hollande, a été acclamée au Mali parce que l'armée française a stoppé la progression des terroristes là, qui filaient droit sur Bamako. C'est une opération qui a duré 3 semaines et ça n'est fini. Mais aujourd'hui, plus de 6 ans, 7 ans de présence, cette même armée française n'arrive pas à endiguer les mouvements terroristes. Plus certains autres pays, vous avez certainement su qu'il y a des Estoniens, il y a des pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, et des Belges, etc., qui sont des Allemands, qui sont partie prenante
de cette lutte contre, n'est-ce pas, les terroristes au Mali, il y a effectivement Barkhane qui a montré ses limites, puisque le terrorisme n'a pas régressé. Au contraire, il a progressé dans cette bande sahélienne. Et même menace de progresser vers les pays côtiers. Ouais. Et il y a ce changement n'est-ce pas, de stratégie. Et on a laissé tomber Barkhane pour parler maintenant de Takuba, qui est une force plus grande, puisque ça va impliquer d'autres pays européens. Donc pourquoi une seule armée française a pu stopper la progression des terroristes en 3 semaines et que toute cette armada de militaires, de moyens 3 fois plus importants qu'en 2013 n'arrive pas à endiguer effectivement ce phénomène-là. Donc l'irruption, enfin l'arrivée au pouvoir, n'est-ce pas, d'Assimi Goïta avec son équipe, a montré que on peut essayer d'avoir avec d'autres partenaires, surtout avec la Russie, qui est un partenaire historique du Mali. Vous vous souvenez, pendant les indépendances avec Modibo Keïta, la Russie était celle qui formait les premiers pilotes maliens, qui apportait, n'est-ce pas, une aide logistique à l'armée malienne. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu un revirement. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un retour. Voilà pourquoi la Russie également prend position officiellement pour dire qu'elle serait toujours aux côtés du peuple malien pour recouvrer effectivement sa souveraineté. Donc si la Russie arrive vraiment, que ce soit la Russie officielle ou la Russie officieuse avec des mercenaires, arrive à mettre fin à ce phénomène terroriste-là, ça sera vraiment un autre revers du monde occidental, notamment la France. Alors, en termes de perspectives, revenons sur ce que vous avez annoncé tout à l'heure, à savoir cette prolongation de 5 ans de la transition, qui a une recommandation des récentes assises nationales de la refondation. Tout à fait. Est-ce qu'on ne risque pas maintenant d'aller vers la dérive? Vous savez, il est toujours prudent de se prononcer sur un événement à venir, puisque ce n'est pas une trajectoire rectiligne où il n'y a pas de zigzag. Si vous voyez que depuis les indépendances, avec le régime démocratique, les pays africains ne sont pas sortis de l'auberge, cela peut être autorisé à explorer d'autres pistes. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour la dictature, nous sommes pour le parti unique, mais il y a des situations qui arrivent où il faut faire l'économie pour parler à n'en pas finir et maintenant passer à l'essentiel. Vous savez qu'en démocratie, lorsqu'on veut adopter une résolution, lorsqu'on veut faire passer une loi, alors c'est des débats, c'est des pourparlers interminables. Or ici, nous sommes face à un péril qui menace même l'État malien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra continuer avec cette équipe militaire qui, visiblement, a commencé à avoir des résultats sur le terrain, quitte maintenant à avoir... Et propose surtout des nouvelles solutions face à des défis qui ont en réalité, c'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? C'est vrai que chaque problème a des manifestations sur le terrain, mais la plupart des problèmes africains, ce sont des problèmes structurelle. Or, on ne peut pas résoudre une crise structurelle avec des réformettes, avec des réformes conjoncturelles. Ici, je pense même que l'idée principale de ces années-là, les assises nationales de la refondation, c'est de voir des fonds en comble. Ce qui a manqué au Burkina Faso, ça c'est mon propre point de vue, et je pense que si la transition au Burkina avait peut-être fait 2 ou 3 ans, on allait peut-être revoir certains dysfonctionnements et poser, n'est-ce pas, les jalons d'une véritable fondation de l'État. Et peut-être le Mali est en train donc de prendre l'exemple sur le Burkina, parce que lorsque vous dites que voilà, la mission de la transition, c'est d'organiser les élections. La vie d'un pays ne se résume pas à organiser des élections. Ça fait combien de temps que nous, en Afrique, on organise des élections? Mais est-ce que pour autant, on n'est même pas arrivé à mettre en place ce qu'on appelle le système de services de base, minimum, l'éducation, la santé, les infrastructures? Toute cette démocratie ne nous a rien apporté comme solution pérenne à nos problèmes existentiels. Donc il faut, en ce moment ici, essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'explorer d'autres solutions. D'autres pays sont passés par d'autres moyens. Et aujourd'hui, par exemple, la Chine n'est pas dans la démocratie occidentale. Mais aujourd'hui, la Chine est en passe donc de devenir la première puissance économique mondiale. Donc, ce n'est pas dire de prendre l'exemple de la Chine, mais c'est de dire que la démocratie, ce n'est pas seulement ce qui va forcément, à l'heure actuelle, nous amener à tout abandonner et organiser les élections pour continuer avec la même routine. Puisque dès que vous prenez des voies qui sont déjà balisées, alors vous ne pouvez plus en faire des surprises. Or, les grandes nations, les grands bons
qui sont faits pour le développement des nations, c'est justement pendant les périodes de transition où on a une équipe qui a une mission très centrale, qui a une mission resserrée, celle de faire de profondes fondations pour mettre le pays sur des rails. Alors, parlons d'autres transitions. Un autre coup d'État, en tout cas survenu au cours donc, de l'année 2021, c'est le coup d'État du colonel Mahamadi Doumbouya, qui a conduit donc les forces spéciales guinéennes pour renverser le régime de Alpha Condé. C'était le 5 septembre 2021. Tout à fait. Oui, les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Alors, c'est également l'entêtement d'Alpha Condé à briguer un troisième mandat, selon, n'est-ce pas, le motif officiel qui a conduit effectivement à ce coup d'État du colonel Doumbouya. Et maintenant, on se rend compte également qu'au niveau de la Guinée, il y a une réelle volonté, n'est-ce pas, non seulement de réconciliation, puisque vous voyez qu'il a même rebaptisé l'aéroport international Amadou Sékou Touré. Il a également donc demandé à ce que les biens qui ont été confisqués du premier président soient restitués à sa famille. Il a invité les anciens chefs d'État à revenir dans le pays pour une réconciliation. Mais parallèlement, au niveau de l'administration, on a vu, par exemple, un élan d'assainissement des comptes publics et de la gestion de la chose publique. Voilà, même si pour l'instant on ne parle pas de la fin de la transition, et que actuellement il semble que le peuple guinéen est en parfaite symbiose avec le colonel Doumbouya et ses coéquipiers, donc pour parler de façon sportive. Et on se rend compte actuellement que lui-même il est toujours au devant de la scène, il donne des orientations, c'est vrai qu'il n'est pas politiquement formé, mais avec une bonne volonté, on arrive à imprimer sa marque. Et c'est ce qui se passe actuellement au niveau de la Guinée. On voit que les choses ont commencé à bouger, que la Guinée, qui est peut-être connue comme un pays où la discipline militaire n'était pas la chose la mieux partagée, on voit que ça commence à aller, et que même au niveau des différentes administrations, on se rend compte que voilà, la gabégie fait un peu place à l'ordre, etc. Il y a même certains qui ont été mis à la retraite anticipée, et il y a en tout cas une véritable volonté de travailler à changer les choses. Donc et là, je pense qu'il ne faut pas chaque fois dire que les coups d'État, il ne faut pas les encourager, bien sûr, mais si des situations contraignent, n'est-ce pas, alors les militaires à prendre, n'est-ce pas, à être au devant de la scène politique, peut-être c'est pour résoudre un impératif, et en ce moment, c'est ce qui se passe au niveau de la Guinée. Alors, mais il faut rappeler quand même qu'il y a une partie de l'opposition qui s'inquiète de ce que une feuille de route de la transition a été dévoilée sans chronogramme. Ça veut dire qu'en Guinée, il n'y a pas de lisibilité aussi sur la fin de la transition. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Je reviens avec cette question. Les risques sont partout, M. Cambou. Les risques sont partout. Même étant chez vous à la maison, vous pouvez le risque que le plafond s'effondre sur vous. Donc, le risque zéro n'existe pas, comme on le dit souvent. Oui. Mais qu'est-ce qu'on veut en réalité? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et vers où on veut amener le peuple. Et je pense que ce qui a manqué aux dirigeants africains, ce ne sont pas les systèmes démocratiques avec la panoplie de résolutions, etc. Ce qui manque aux dirigeants africains, c'est la vision. Eux, c'est la vision et c'est la ferme volonté d'amener ces pays-là vers la véritable indépendance. C'est vrai que dans ce monde mondialisé, aucun pays ne peut dire, voilà, je vais me suffire à moi-même, pas du tout. Mais il ne faut pas que chaque fois, dans les rapports avec les autres, vous sortez perdant. Il faut qu'à un moment donné, vous dites, nous avons une population, nous avons un peuple qui nous a élus, le peuple nous a élus pour défendre ses intérêts. Par conséquent, nous voulons également que dans ces jeux de donner et de recevoir, dans cette coopération internationale, que nous aussi, et surtout que la plupart des cas, ce sont les pays africains qui sont les pourvoyeurs des matières premières. Il ne faut pas que chaque fois, nous sortions perdants dans ces échanges-là. Donc ici, si nous avons un leadership bien éclairé et qui a pour ambition de faire décoller ces pays-là, je pense que cela peut non seulement atténuer ces velléités de chaque fois prise de pouvoir par les militaires, et que voilà, finalement, les nations puissent se collaborer entre elles pour le bien des peuples et pour le bien des populations. Peut-on peut-être s'attendre à une transition qui va tendre vers les 5 ans
en Guinée aussi, comme au Mali? Je pense que ce n'est pas du tout exclu, et même si chaque fois j'aime à le dire, hein, les pays n'ont pas les mêmes trajectoires, n'ont pas les mêmes ADN, mais connaissant l'amitié qui lie entre les deux hommes, Goïta et Doumbia, je pense que souvent il y a des communications, ils communiquent entre eux, pourquoi pas, ils peuvent également se partager les mêmes expériences. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que cela contamine des armées dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Et parce le que risque si toujours... on peut venir et du jour au lendemain faire un mandat présidentiel plein, c'est tentant. C'est tentant, c'est également déplorable de souligner que certains présidents ont été élus démocratiquement et à la fin de leur mandat, ils n'ont pas voulu partir. Voilà, ils n'ont pas voulu partir. Ils ont voulu changer les constitutions pour rester. Bon, ça aussi, c'est pas un bon exemple. Ouais. Et l'autre fait marquant dans la sous-région Sahel, c'est la mort de Idriss Déby, le maréchal du Tchad, mort au front de la lutte contre la rébellion du FARC. C'était le 20 avril 2021. Tout à fait, laquelle mort a donc résulté, a donc donné lieu à un autre coup une dévolution du pouvoir de façon non démocratique. Voilà, puisqu'il n'y a pas l'intention. Il faut l'appeler coup d'État comme les autres. Moi, je me réserverai de cette expression, puisqu'il n'y a pas eu une planification pour la prise du pouvoir. Donc, mais c'est une dévolution non démocratique. Une succession dynastique. Non démocratique du pouvoir. Voilà. Donc, puisque l'intention n'y était pas. Voilà. Donc, c'est également un autre fait, même si c'est vrai, on ne peut pas comparer la situation au Tchad avec celle qui s'est passée au Mali ou en Guinée. C'est vrai que les deux pays font face non seulement au terrorisme, mais aussi à la rébellion, surtout plus à la rébellion au niveau du Tchad, et que, bien sûr, ce qui n'a même pas arrangé l'affaire au niveau de la communauté internationale, c'est l'empressement avec lequel Emmanuel Macron s'est envolé pour présenter ses condoléances à Mahamat Déby, et ce qui est d'ailleurs été considéré comme une certaine avalisation, n'est-ce pas, du pouvoir, de la prise du pouvoir par celui-ci. Et lorsqu'il a voulu maintenant imposer le retour à l'ordre constitutionnel au niveau du Mali, on lui a dit, tenez, c'est 2 poids 2 mesures, et cela n'a pas du tout arrangé effectivement la situation. Surtout que ce que beaucoup considèrent ce qui s'est passé au Tchad comme un coup d'État, parce que même si le président décède, il y a des institutions et normalement, mais le président de l'Assemblée a décliné l'offre, il a dit que lui, il ne veut pas être... Dans quelles conditions? Ça aussi, c'est l'autre question. Oui, mais ce sont des analyses. Il avait le choix. Ce sont des analyses. Nous n'y étions pas. Nous, on se contente seulement de ce qui est officiel, et parce que, voilà, vu aussi la situation, puisque l'argument qui a été avancé qu'il y avait une rébellion aux portes de N'Djamena et qu'il fallait un militaire qui est au courant, n'est-ce pas, et qui maîtrise la situation sécuritaire sur le terrain. Et vous savez que Mahamat Déby, qui a même été c'est un officier de terrain, c'est un général de terrain, c'est pas un général de salon, et qui en réalité a été donc vu comme celui qui pourra continuer à entretenir la flamme de la résistance. Et finalement, je ne dirais pas que la suite lui a donné raison, mais les rebelles ont été vaincus, ou du moins ont été contraints au repli et à la négociation. Et il y a même des lois qui ont été prises récemment pour leur amnistie, pour faire en sorte qu'ils retournent dans les girons républicains et qu'il n'y ait plus ces velléités donc, de rébellion dans ce pays. Là également, la transition avait été annoncée pour 18 mois, mais cette date... Absolument. Et tout à fait. De plus en plus, c'est la configuration qui se présente aux différents pays, puisque les gens se sont rendus compte que lorsqu'une transition est organisée de façon précipitée, alors vous n'avez pas le temps de ficeler tout, de tout mettre en ordre. Et c'est ce qui est arrivé au Burkina Faso ici. Donc, est-ce que les autres ne veulent pas prendre l'exemple du Burkina pour dire, en réalité, 5 ans, ce n'est rien dans la vie d'un pays. 5 ans, c'est absolument rien. Alors, si ces 5 ans-là, si on peut mettre en parenthèse, en berne, la démocratie pendant les 5 ans, et que vraiment, donc travailler à refonder des vraies bases. Voilà, des vraies bases. Mais je pense que le problème ne va pas se poser, à mon avis. C'est pas aussi gravissime que de continuer avec un simulacre de démocratie et que finalement, les populations, c'est juste une petite élite, qui comprend les enjeux de la démocratie et qui vote, etc. Tout en sachant que la plus grande majorité de la population n'est
n'est pas imprégné, n'est-ce pas, des enjeux démocratiques. Et cela aussi, ce n'est pas démocratique. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour merci tout ce encore une fois, décryptage. je reformule, n'est-ce pas, mes voeux de santé, de bonheur à tous les spectateurs de Savane TV et surtout que la paix revienne au Faso. Bonne heureuse année 2022. Que la paix revienne au Burkina Faso. Vous le dites si bien parce que 2021 a été l'année où le terrorisme semble avoir versé le plus de sang. La synthèse de la situation sécuritaire du Burkina Faso en 2021 nous est proposée par notre éditorialiste maison, Soumaïla Rabo. Le Burkina Faso, dans la tourmente du terrorisme, s'est révélé à lui-même en 2021, dans la laideur de son impuissance à vaincre le terrorisme. Il n'y est pas arrivé par ses propres forces et non plus avec l'aide de ses amis. Au bilan, les attaques terroristes se sont multipliées contre les populations civiles, contre les positions des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, contre les symboles de l'État, les expatriés, avec en mémoire Sol-An, Inata, Barsalgo-Foubé, Toueni, Forêt de Pama et plus récemment You entre Waïguia et Titao, avec le sacrifice du chef VDP Lagui Yoro. Ce bilan de cimetière côtoie celui de la mort psychologique et sociale de près de 2 millions de déplacés internes, dont des centaines de milliers d'enfants privés d'éducation scolaire, avec la fermeture de 2900 écoles. En 2021, le bilan de l'armée a évolué en dents de scie, entre neutralisation des terroristes et décompte macabre des FDS tués au front, en dépit des remplacements dans la haute hiérarchie de l'armée et de la gendarmerie, même du gouvernement où le président du Faso a dû se dédire. Ce bilan endossé par le chef de l'État a révélé la lenteur et la lourdeur d'un système caboré inadapté face à la vitesse exponentielle des semeurs de la mort. Au point qu'aujourd'hui, l'espoir à l'allumage de 2021 s'est mué en cauchemar à son extinction. 2022 semble être au Burkina Faso et chez les Burkinabés l'année de l'appel de la Providence devant l'échec de tous les moyens objectivement humains du système caboré. Voilà, une situation sécuritaire qui se complique et le terrorisme qui se répand dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quelle synergie pour de meilleurs résultats dans la coopération sécuritaire dans cette partie de l'Afrique? Nous en parlons tout de suite dans Ça fait débat, c'est après 7 virgules. La situation sécuritaire continue de se dégrader en Afrique de l'Ouest. L'année 2021 aura été l'année de l'expansion des leaders terroristes vers les pays côtiers. Quelle synergie dans la coopération sécuritaire pour de meilleurs résultats? Question de fond de ce débat qui reçoit pour vous sur ce plateau, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat et directeur du Centre de recherche internationale et stratégique, en abrégé écrit. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Également avec nous, Dr Nestorine Sangaré. Elle est sociologue, ancienne ministre en charge de la femme. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir. Et enfin avec nous, Ernest Compaoré. Il est le secrétaire général de l'OPA-BF, entendez par là l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, un parti politique d'opposition. Bonsoir, monsieur Compaoré, bienvenue. Bonsoir. Alors, une fois de plus, bienvenue à tous les trois sur ce plateau. Avec vous, nous parlerons, comme annoncé, de la coopération dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais avant, 2021 a été une année durement éprouvée au plan sécuritaire. Quels ont été les incidents sécuritaires qui vous ont le plus marqué? Chacun de vous va répondre, à commencer par Maître Apollinaire Kielem. Eh bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est le drame de Solane. Et je crois que depuis que le terrorisme a fait irruption au Burkina Faso, on n'a jamais eu autant de massacres en une seule fois et en un temps si court. Et moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que Solane est à 15 km de Seba. Et à Seba, il y a une brigade de gendarmerie, il y a un commissariat de police. Et il devrait même avoir un détachement militaire. Mais ce qui est sûr, c'est que je connais la zone. Et je connais Douri.
Je sais qu'il y avait un régiment d'infanterie commando à Dori. Voilà. Et personne n'a intervenu. Les gens sont venus, ils ont massacré, ils ont brûlé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient et ils sont partis. Sans réaction de la part de nos autorités. Mais moi je me demande comment cela s'est-il passé. On est en droit de même de se poser la question de savoir s'il n'y a pas de complicité. Parce que dès le départ, moi j'ai toujours soupçonné une certaine complicité entre le sommet de l'État et puis ces terroristes-là. On a l'impression qu'ils ont certaines informations et les choses se passent comme s'il y avait une concertation. Est-ce que vous avez vu? Pensez-vous que cela est possible, que les autorités soient complices des éléments, pas les autorités, pas l'État burkinabé en tant que tel, mais des éléments. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous savez par exemple, quand l'Allemagne était divisée en deux, il y avait ce qu'on appelait la RDA et il y avait ce qu'on appelait la RFA. Mais il fut un temps où le collaborateur le plus proche du chancelier allemand, qui était Helmut Schmidt à l'époque, était un agent du KGB, un infiltré. Vous savez par exemple la guerre que Sadat a menée contre l'Israël, la guerre de 73. Le collaborateur direct de Sadat était un informateur de l'État d'Israël. De telle sorte qu'Israël savait tout ce qui se préparait. À 2 heures près, l'attaque, Sadat a différé l'attaque de 2 heures. C'est ça seulement qui a surpris l'État d'Israël. Sinon, il savait. Mais seulement, les Israéliens pouvaient répliquer. Mais ils se sont dit, nous sommes déjà vus comme des agresseurs. Si nous attaquons préventivement, on va dire encore que nous sommes des agresseurs. Donc ils ont attendu que l'Égypte attaque. Sinon, ils étaient prévenus. Donc quand je dis, ce n'est pas tout l'État qui peut être complice, mais il peut y avoir des éléments infiltrés de l'ennemi qui occupent des postes au sein de l'État et qui donnent les informations à l'ennemi. Ça, ce n'est pas à exclure. D'autant plus que nous sommes face à un conflit, n'est-ce pas, qui est à la fois religieux, culturel, communautaire, etc. Donc, dans cet amalgame-là, il peut y avoir des éléments qui se ressentent, qui trouvent un intérêt commun avec les djihadistes-là, soit au sein du gouvernement, soit au sein de l'état-major, soit au sein de la police, soit de la gendarmerie, soit de l'administration, et qui, à un moment donné ou un autre, leur file des informations. Sinon, la façon dont les choses se passent, c'est incompréhensible. Voilà. Donc, le drame de Solhan aura été l'incident sécuritaire qui vous a le plus marqué au cours de l'année 2021 et l'absence de réaction pendant l'attaque vous fait penser à des complicités internes. Et vous, docteur Nestorine Sengari? Pour ma part, l'incident qui m'a le plus marqué, c'est le drame d'Inata. Quand on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas à manger et qu'ils ont fait des messages pour informer et que le repas n'est pas venu, et ils ont dû combattre en étant affamés. Et pour moi, ça, c'est le drame qui m'a le plus touchée personnellement, parce que, bon, j'imagine ces personnes-là dans ces conditions, comment ils ont vu l'amour venir en n'ayant pas la force physique nécessaire même pour faire face. Donc pour moi, c'est le drame qui m'a le plus touchée. Et bien sûr, si je peux ajouter un deuxième, c'est Titao, le drame des VDP de Titao, parce que bon, j'ai un attachement à la localité. C'est la localité où j'ai fait ma dernière activité en tant que ministre en 2014. Et donc je reste vraiment attachée à la localité quand tout ce qui s'y passe, en tout cas, me touche personnellement. Donc ce drame-là aussi, vraiment m'a touchée. Inata et Titao, Monsieur Compaoré, pour terminer. Alors disons que à chaque fois qu'un Burkinabé perd la vie, du fait des actions des bandes sans foi ni loi que l'on qualifie de terroristes, et que ce soit parce qu'il est criblé de balles, que ce soit parce qu'il aura sauté sur une mine, ou alors parce qu'il aura été égorgé, parce que tous ces événements, nous les avons vécus au cours de l'année qui est en train de s'achever, eh bien à chaque fois, nous sommes attristés. Mais on peut retenir de tous ces drames qui se sont passés en ce qui me concerne, il y a d'abord eu
le drame de Kodiel qui m'a marqué, parce que j'ai eu le sentiment qu'il y a eu des signes précurseurs, mais qui n'ont pas été pris en considération. Et c'était pratiquement la même situation pour Solane. C'était une sorte de remake de Kodiel. Il y a eu également le drame d'Inata qui a provoqué une onde de choc bien compréhensible à travers toute la nation, eu égard aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu et qui vient d'être rappelé par Dr Sangaré. Et enfin, les derniers événements que nous avons vécus. Ces événements nous ont particulièrement marqués parce qu'à l'occasion, nous avons perdu un valeureux combattant alors qu'auparavant, des alertes avaient été données et que même des recommandations avaient été faites pour qu'une telle perle puisse bénéficier d'un traitement particulier de nature à assurer plus ou moins sa sécurité pour ce qu'il représentait comme rempart au niveau de l'Oroum. Donc voici les faits marquants de l'année en ce qui me concerne en relation avec cette question des attaques qui frappent de plein fouet notre pays. Donc on pourra retenir Solhan, Inata, Titao comme peut-être les faits. En tout cas, les incidents sécuritaires qui vous ont le plus marqué au cours de l'année 2021, c'est sans doute une situation sécuritaire qui va en se dégradant et chaque État essaie de déployer ses moyens de lutte à l'interne. Mais à côté, il y a le volet coopération dont nous parlons donc sur ce plateau aujourd'hui. D'abord, au plan de la coopération bilatérale, on sent que chaque État essaie un peu d'aller de son côté. On a récemment le Mali qui traite un peu avec la Russie et l'Algérie, le Burkina Faso qui va vers la Turquie par exemple, le Niger qui traite avec la France, les États-Unis. Quel regard portez-vous sur ces options de ces États-là en matière de coopération bilatérale dans la lutte contre l'hydre terroriste dans le Sahel? Je commence par vous, une fois de plus, Maître Apollinaire qui est là. Non, mais dans ce cas, je ne dirais pas que c'est une coopération bilatérale. Parce que coopération bilatérale, ça concerne deux États. Oui. Je dirais que nous étions dans une phase de coopération bilatérale. Burkina avec la France, Niger avec la France, Mali avec la France. Donc nous sommes en train de passer à une phase de coopération multilatérale. C'est-à-dire que plusieurs États maintenant entrent en jeu. Sans doute que les États se sont aperçus. Mais il reste que dans chaque État, voilà, chaque État essaie de tisser des liens bilatéraux. Quand je prends par exemple le Mali et la Russie, le Burkina Faso et la Turquie, le Niger et la France. Non, je ne dirais pas bilatéraux. Oui. Parce que jusque-là, le Mali n'a pas rompu avec la France, à ma connaissance. Oui. Et puis, ce n'est pas qu'avec la Russie seulement. Voilà. C'est bon. Warner, n'est-ce pas, apparaît, n'est-ce pas, pour tout le monde, etc. Mais ce n'est pas sûr que le Mali ne traite pas avec d'autres pays aussi. Oui. Donc, des coopérations bilatérales qui se diversifient. Multilatérales. D'accord. Multilatérales. Allez-y. Ça concerne plusieurs pays. Est-ce que vous avez vu? Donc, le problème sécuritaire est, comme je vais dire là, on essaie maintenant de le juguler par le moyen de la coopération multilatérale. Parce que les États se sont rendus compte des limites de la coopération bilatérale avec rien que la France. C'est ce que je me dis. Est-ce que vous avez vu? Les critiques peuvent être justifiées ou ne pas être justifiées. D'accord. Toujours est-il que les États, surtout le Mali et un peu le Burkina Faso aussi, se sont dit que sans doute la lutte contre le terrorisme dans leur coopération avec la France seule a trouvé ses limites. Donc pourquoi ne pas essayer ailleurs? Voilà. Et donc pratiquement au Mali, c'est ce qu'ils se sont dit avec de façon plus aiguë. Et maintenant ils sont en coopération plus renforcée avec la Russie. Parce qu'il faut préciser que la Russie a toujours été au Mali. Depuis Modibo Keïta, bon, disons même, c'est pas depuis... Ce sont des liens historiques. Je vous explique. Parce que Senghor et Modibo Keïta ont formé ce qu'on appelait la Fédération du Mali. Donc c'était le Sénégal et le Soudan français. Et donc Senghor et Modibo Keïta ne se sont pas entendus parce que Senghor s'orientait vers la France, Modibo Keïta vers les pays progressistes de l'époque. Donc il y a eu la dissolution de la Fédération du Mali et le Soudan français a récupéré le mot Mali. Et donc quand Modibo Keïta a proclamé l'indépendance du Mali, il a gardé les liens avec la Russie. C'est bien cela. Voilà, c'est bien cela. C'est pour ça que même militairement, c'est la Russie qui équipait le Mali.
Quand il y a eu la première guerre Burkina Faso au Mali en 1974, c'était avec les armes russes de T-34. Même avec le deuxième conflit en 1985, les armes du Mali, c'était surtout russe. Donc, le Mali, la Russie n'a jamais réellement quitté. Sauf qu'à un moment donné, on a vu une coopération avec la France qui s'est renforcée. Voilà. Avant donc de... Et petit à petit, la coopération française prenait le dessus. Donc, même si vous remarquez, beaucoup de militaires maliens sont formés en Russie. Des militaires burkinabés aussi, mais moins. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours leurs attaches avec la Russie. Voilà. Donc, c'est ce qui les a orientés vers la Russie. Comme ils ne trouvent pas satisfaction avec la France, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas essayer avec l'autre? La Russie. Voilà, avec la Russie. Même si ça peut venir. Parce que bon, sous la transition, je ne sais pas si c'est sous la transition ou bien un peu avant, il y a eu une exposition d'armes à la place de la nation. Et moi, j'ai visité les armes. Il y a beaucoup d'armes venant des pays de l'Est, de Russie, d'Ukraine, etc. Et moi, je les posé la question, je dis, mais pourquoi vous achetez des armes d'Ukraine? Ils m'ont dit que non, pour le même résultat, c'est moins cher. Même si l'efficacité est moindre. Ils m'ont dit que, par exemple, eux, ils ont remarqué, les militaires qui me parlaient, ils ont remarqué que les armes américaines et les armes russes, par exemple, ou bien occidentales, ont parfois visent les mêmes objectifs. Mais les armes occidentales sont plus précises, à quelques mètres près. Les armes de l'Est sont moins précises, mais ils sont moins chers. Donc, on peut atteindre le même résultat à un coût moindre. Donc, ce qui fait que, ça veut dire que nous aussi, on avait des armes. Moi, j'ai vu des armes venant des pays de l'Est, qui étaient exposées là-bas. Donc, ça dépend des objectifs. Donc, sans doute que les Maliens se sont dit que maintenant, vu la situation, pourquoi ne pas essayer avec la Russie? C'est comme au Burkina Faso, où on essaye maintenant avec la Chine. Je vois que, par exemple, il y a eu la rencontre avec les ministres des Affaires étrangères à Dakar, les coopérations Chine-Afrique, je crois, non? Et je crois que notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alpha Bali, avait pris contact pour discuter du problème sécuritaire, si je ne me trompe pas. Donc il y a des contacts avec la Chine, et il y a des contacts aussi avec la Turquie, et je pense qu'il y aura aussi des contacts avec la Russie, et pourquoi pas avec d'autres pays, pour le problème sécuritaire. Puisqu'ils se sont aperçus qu'il y a des limites à rester rien qu'avec la France, donc pourquoi ne pas essayer ailleurs? Je pense que nos États là sont dans cette phase maintenant. Docteur Nessourine Sangaré. Pour moi, je pense que parler de synergie aujourd'hui, il faut partir du fait que les liens historiques entre notre pays et la France, parce que l'accord militaire, l'accord de défense de 1961, qui est toujours en vigueur, c'était un accord qui concernait le Burkina, mais aussi les pays du Conseil de l'Entente. Togo, Côte d'Ivoire et le Niger, le Mali ne faisait pas partie. Et avec l'avènement du terrorisme en territoire malien, il n'y a pas d'indication si la France a signé un accord à part avec le Mali, si ce n'est à travers le G5 Sahel. Et quand on parle de Barkhane également, nous n'avons pas connaissance, même s'ils utilisent le territoire burkinabé pour intervenir au Mali, parce qu'il n'y avait pas le terrorisme chez nous, dans l'accord de 2015, janvier 2015, nous n'étions pas touchés, mais nous étions utilisés juste comme territoire pour aller intervenir au Mali. Maintenant que nous sommes touchés, il faut dire qu'en matière de coopération bilatérale, il n'y avait pas que la France seule avec qui le Burkina entretient des relations de coopération militaire. Parfois, tu vois l'état-major des militaires allemands. Entre-temps, on a parlé de la coopération avec Israël. De temps en temps, tu vois vraiment des coopérants militaires d'autres pays qui sont là. Mais l'accord avec la France est tellement restrictif que même si les autres coopérations sont là, les domaines d'intervention ne sont pas les mêmes qu'avec la France, puisque l'achat des armes est prioritairement, c'est avec la France, chez la France qu'il faut acheter prioritairement, selon l'accord. Donc, on est vraiment dans une situation où on a moins
des libertés, puisque l'accord stipule que c'est seulement si la France ne peut pas livrer qu'on peut acheter chez les autres pays. Donc, si on veut parler de synergie aujourd'hui, est-ce que c'est une synergie pour que le même pays qui intervient au Mali puisse intervenir au Burkina, ou c'est une synergie où les pays mettent ensemble leurs armées, forces armées, ou développent des stratégies communes pour des actions conjointes aux frontières, comme on a vu récemment avec le Niger? Ça reste vraiment très ouvert, parce que la stratégie de la coopération bilatérale, ça c'est l'État qui vient pour coopérer avec nos États, qui décide de qu'est-ce qu'elle fait avec chacun des pays. Mais si nous décidons de faire une coopération bilatérale au niveau régional, ce sont les pays de la sous-région maintenant qui décident de comment ils peuvent travailler ensemble. Ça s'appelle aussi de la coopération bilatérale. Ah oui. Maintenant, si tu as les instances multilatérales comme les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine, qui veulent venir également travailler, c'est encore un autre niveau. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, la coopération bilatérale aujourd'hui, je pense qu'on est plus limité en la matière, ou bien on s'est laissé limiter. Puisque si l'accord avec la France ne nous était pas favorable, on avait la possibilité de la remettre en cause et puis aller vers d'autres pays. Et donc j'apprends ce matin que le ministre de la Sécurité en Turquie, mais bon, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, en Afghanistan, en Libye, partout où la France opte, où les États-Unis optent pour intervenir militairement, soi-disant pour aider les États. Ce n'est que quand la Russie ou la Chine entrent en jeu qu'on voit la situation contrebalancée et où les États, d'une manière ou d'une autre, reprennent un peu d'ascendant. Parce qu'aujourd'hui, bon, quand vous avez vu le débâcle en Afghanistan, dès que les Occidentaux ont décidé de quitter, les Chinois et les Russes n'ont pas quitté. Donc, en Syrie également, ça s'est passé comme ça. Donc moi, je pense que il n'y a pas une synergie possible parce qu'il y a des problèmes d'intérêt entre ces différents États-là. Parce qu'ils ne viennent pas pour aider seulement, ils viennent aussi pour vendre des armes. Et dans ces conditions-là, j'ai l'impression que cela se joue et qu'il faut prendre en compte cette dimension, vente des armes au pays qu'on dit venir aider. Ce n'est pas gratuit. Monsieur Compaoré, pour la même question. Effectivement, nous estimons que la coopération bilatérale est une nécessité pour les États modernes. Et donc, en termes de coopération, il me semble que la coopération bilatérale serait la moins compliquée dans la mesure où c'est des rapports d'État à État. Et chaque État, évidemment, faisant jouer sa souveraineté et la réciprocité. Et donc, concernant le Mali, des exemples qu'on peut donner, c'est que, prenant par exemple l'exemple de la coopération Mali-France, nous avons eu droit d'abord à l'opération Serval, qui a été lancée en 2012, en décembre 2012, si je ne m'abuse, dans les conditions que vous connaissez. Et finalement, cette première forme de collaboration a cédé la place, plus tard à Barkhane, qui au départ était centré sur les deux pays, mais par la suite a intégré un certain nombre de pays également concernés par la situation. Je sais également que entre le Mali et le Danemark, il y a eu donc une forme d'accord militaire. Et en 2019, je pense, un contingent danois a débarqué au Mali, de la même façon avec l'Estonie en 2018. Et donc, tout récemment, les projecteurs de l'actualité sont braqués sur l'accord Mali-Russie, qui fait des gorges chaudes que nous ne comprenons pas, étant entendu que chaque pays, de façon libre et souveraine, opère les meilleurs choix possibles en matière de coopération, surtout en situation de crise telle que nous la vivons au Sahel.
Au passage, nous tenons donc à saluer la clairvoyance des autorités politiques actuelles du Mali qui renforcent cette forme de coopération avec la Russie comme alternative possible pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a évidemment la coopération avec les pays limitrophes, Mali, Niger, Mali, Burkina, Mali, Algérie. Et dans ce cadre-là, pour aller un peu dans le sens du docteur Sangaré, il y a parfois des rivalités qui introduisent quelques subtilités dans ce genre de situation. On allait justement à venir. Est-ce que cette façon d'aller de façon dispersée, chaque pays allant de ses côtés, souvent vers des partenaires qui ne s'entendent pas forcément et qui doivent intervenir dans le même espace géographique pour régler le même problème, n'est pas un handicap en soi? Pour vous qui êtes directeur du centre de recherche internationale et stratégique. Pas seulement en tant que directeur du CRI, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis président aussi du mouvement fédéraliste africain. C'est-à-dire que nous sommes pour le fédéralisme. Est-ce que vous avez vu? Parce que ce que vous avez dit, effectivement, ça crée le désordre. Ça fait que ça nous divise davantage en fonction des options. Voilà. C'est tout comme à l'orée des indépendances, quand on a vu les Guinéens, n'est-ce pas, qui allaient du côté de Moscou, et la Côte d'Ivoire du côté de la France, etc. Alors que nous sommes dans le même espace. Si on était ensemble, unis, là on pourrait mieux, comment je vais dire là, pratiquer notre coopération. Et choisir peut-être un seul partenaire, parce que madame venait de dire que ce sont les pays où c'est lorsque la Russie et la Chine interviennent que on a une situation. Non, je ne dirais pas un seul partenaire, peut-être un partenaire dominant, et avec d'autres partenaires aussi. Parce que quand vous choisissez un seul partenaire, c'est le monopole. Et il fait de vous ce qu'il fait. Et c'est ce que la France fait. Donc il faut éviter ça. Vous pouvez avoir un partenaire dominant, mais avec d'autres partenaires à côté et qui concurrencent. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire, mais bon, puisque vous avez parlé on a parlé de fédéralisme, mais notre démarche est différente. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas aller au fédéralisme comme ça. C'est pour ça que nous pensons que des pays qui ont à peu près le même poids économique et les mêmes affinités culturelles peuvent commencer par se mettre ensemble. Donc nous proposons d'abord le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour commencer. Parce que nous vivons les mêmes réalités. Les gens m'ont dit, pourquoi pas le Burkina et la Côte d'Ivoire? Mais si vous commettez cette erreur, la fédération ne se produira jamais. Parce qu'on a vu ça en Afrique de l'Est, entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et la fédération a volé en éclats parce qu'il y avait un État dominant, qui est le Kenya, et d'autres petits États comme la Tanzanie et l'Ouganda. Et donc, chaque État pensait que l'autre profitait de lui. Est-ce que vous avez vu? Si nous faisons entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce sera la même chose. Vous avez vu que même au sein de la Côte d'Ivoire, entre le nord et le sud, il y a des rivalités. Donc il faut aller avec des gens de même poids économique au départ. Et là, ça va attirer les autres. Est-ce que vous avez vu? C'est comme le G Sahel a commencé à attirer le Sénégal, qui s'est plaint de n'avoir pas été associé. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est ça notre démarche pour le fédéralisme. Est-ce que vous voulez dire que si on avait affaire à des États fédérés, il y aurait plus d'harmonie dans les choix des partenaires? Mais écoutez, comment les États-Unis sont devenus indépendants? Ça a commencé comme ça. Quand par exemple les colonies, ils étaient 13 à l'époque, quand les colonies commençaient, n'est-ce pas, à subir les conséquences de la politique du Royaume-Uni, chacun a voulu se battre de son côté. La Virginie, et puis les États du Nord, comme le Massachusetts, etc. Après, ils se sont rendus compte qu'ils dispersaient leurs efforts. Et l'Angleterre profitait et dire que voilà mon bon petit ici, etc. Voilà. Et c'est là qu'ils se sont mis ensemble. Et à partir du moment où ils se sont mis ensemble, ils se sont donné un état-major commun, qui était le général Washington. Est-ce que vous avez vu? Et cette vision commune de voir les choses a permis à la France aussi d'apporter son aide à ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et c'est avec le soutien de la France qu'ils ont pu vaincre les armées anglaises. Et donc c'était une politique coordonnée des 13 colonies qui luttaient contre le royaume de Grande-Bretagne à l'époque. Donc ici, nous j'ai toujours dit ça depuis longtemps, si nous nous mettions ensemble, on aurait une politique coordonnée. Est-ce que vous avez vu?
Et les enjeux aussi seraient beaucoup plus importants. Parce que le Mali, le Niger, le Burkina qui se mettent ensemble, c'est plus puissant que le Burkina seul. C'est plus puissant. Ça attire davantage aussi ceux qui veulent nous aider, si vous avez vu. Donc on aurait une politique beaucoup plus coordonnée et la lutte se ferait de façon plus efficace aussi. Et si nous mettons, ne serait-ce que nos propres moyens. Au Burkina Faso, on parle de 400 milliards, combien? Le Niger aussi, à peu près équivalent. Le Mali aussi. Vous voyez ce que ça fait comme moyen de frappe, comme force de frappe, et comme ressources humaines, donc, et aussi comme capacité d'innovation. Donc, si nous mettons nos ressources humaines ensemble, nos ressources ensemble, ça va accroître notre capacité d'opération. Mais si chacun va de son côté, ça se disperse. Et l'ennemi profite frapper ici, frapper là, comme il veut. Est-ce que vous avez vu? Donc, je pense que c'est cette façon de disperser, d'aller à la bataille là, ça ne va pas nous conduire très loin. Et bien au contraire là, ça profite à l'ennemi. Alors, oui, vous voulez réagir là-dessus? Oui, si vous permettez que je rebondisse sur la perche que Maître Thielem, parce que nous, au niveau de notre parti, au niveau de l'Organisation des peuples africains, nous ne préconisons pas autre chose que l'Union des Africains en professant et en appelant au panafricanisme. Si c'est un projet que nous avons et que nous partageons avec l'ensemble des pays africains, parce que la synergie tant recherchée découlerait tout à fait logiquement de cette union-là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est peut-être la démarche. Alors, la porte d'entrée, ça peut être la porte politique, mais malheureusement, cette porte politique nous a suffisamment déçus. Parce que ça fait des décennies que l'on parle de l'unité de l'Afrique. Et les populations à la base ont à chaque fois revendiqué que cette unité-là ne se fasse pas au sommet, mais au niveau des peuples. Et pour l'instant, on ne pense pas que ce soit tout à fait une réalité. Et si la porte politique ne marche pas, ça peut être la porte économique, comme l'a proposé Maître Thielem, en regardant un peu les niveaux de développement des uns et des autres, pour qu'il n'y ait pas une grande disparité qui sera en défaveur d'un membre par rapport à l'autre, ou même la porte culturelle. La culture nous rapproche tellement, et quand vous voyagez, vous vous en rendez bien compte, à travers les langues, à travers les modes de production et de consommation. Mais nous ne prenons pas suffisamment en compte ces atouts, et parfois nous allons chercher très loin ce qui est juste à côté, parce que nous ne parlons pas suffisamment entre nous. Nous allons chercher des messies au-delà des océans et ça donne souvent justement une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors, même en n'étant pas fédérés ou unis, est-ce que de l'harmonie dans les choix des partenaires ne pourrait pas faciliter une certaine coopération entre nos troupes même à l'interne? Parce que lorsque vous prenez les partenaires que nous choisissons généralement, vous avez par exemple la France qui dit que si la Russie est ici, nous n'intervenons pas. Au Niger, ils sont un peu guidés, ils sont aidés logistiquement en termes de renseignement, par exemple par la France. Et de l'autre côté, par exemple au Mali, il y a les Russes qui les aident. Est-ce que cette guerre entre la France et la Russie, par exemple, ne va pas finir par contaminer les armées maliennes et nigériennes, par exemple? D'accord. Moi, je voudrais dire que rien que par le fait que pendant 60 ans, la France a été le partenaire privilégié de tous les États francophones en Afrique de l'Ouest. Si la synergie devait se faire, elle pouvait se faire si cette même France-là laissait aux États réellement prendre en main leurs problèmes de défense et de sécurité intérieure. Or, tout ce qu'on a vu, c'est que même si les militaires sont formés là-bas, en France, et que les armées bénéficient de la formation des officiers françaises sur place, que le conseil des États, ils sont là comme conseillers, coopérants, conseillers, militaires, ils sont dans toutes les capitales comme ça. Pourquoi on n'est pas arrivé à établir cette synergie en matière de coopération? Parce que celui-là qui vient n'a pas intérêt à ce qu'il y ait cette synergie entre les États. Sinon, regardez, avec Barkhane, quel propos contradictoire vous n'avez pas entendu du
du président Macron lui-même, qui tantôt dit oui, Barkhane intervient au Burkina, non, Barkhane n'intervient pas au Burkina. Et donc finalement, on ne sait pas réellement si l'agenda sert seulement les intérêts de la France qui intervient ou bien si ils sont là vraiment pour les intérêts. Puisqu'on parle de l'efficacité des résultats, moi je pense que le modèle de coopération qu'on a actuellement est toujours orienté vers les intérêts du pays qui vient pour aider militairement et non pas pour les... Donc je vais terminer. Je vais terminer. Il faut donc qu'on arrive à une situation où les États eux-mêmes prennent en main leur sécurité, leur défense. Et comme on commence enfin à le faire, que chacun choisisse lui-même les partenaires, les pays partenaires qui l'intéressent en fonction de ce dont il a besoin pour se défendre. Au lieu de laisser un pays venir s'imposer comme étant il a le monopole, il fait de ce qu'il veut. Vous voyez, quand le Mali a voulu s'affranchir, c'est tous les pays de l'Union européenne qui se sont mis derrière la France pour dire que le Mali seul ne peut pas faire ce qu'il veut en matière de choix. Vous voyez, ça c'est un problème. Donc ça veut dire que les Maliens n'ont pas la liberté. C'est le pays qui intervient, qui s'impose, qui gesticule, qui se fâche, parce que le pays veut enfin prendre en main sa sécurité et choisir dans toute liberté quels sont ses partenaires pour pouvoir contribuer à résoudre ces problèmes de sécurité intérieure. Donc moi je pense que il y a une inversion de rôle. Ce n'est pas le pays partenaire qui vient de l'extérieur qui impose qu'est-ce qu'on doit faire et avec qui on doit travailler, mais c'est le pays eux-mêmes qui doivent choisir avec quel pays ils veulent travailler et pourquoi ils travaillent avec ces pays. Et quand vient un moment où ce n'est plus dans leurs intérêts, qu'ils puissent rompre les liens sans qu'il y ait de drame. Alors parce qu'ici actuellement avec la France, on est carrément dans une situation de drame, on dirait un drame conjugal à la limite, quoi. Donc voici mon avis. Alors, monsieur Compaoré, je vous reviens. Oui. Est-ce que à l'état actuel de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, vous ne pensez pas que si tous les pays menacés par exemple, optaient pour une coopération avec la Russie, ça pourrait aller un peu plus rapidement comme on le voit au Mali? Et comme l'a dit Mme Sangaré également, c'est quand la Chine et la Russie arrivent que ça se stabilise, par exemple. C'est ça. Ça fait un bout de temps que justement ces pays-là sont touchés presque au quotidien. Manifestement, il s'agit d'un plan de déstabilisation. Et à un moment donné, j'avais pu dire, parlant de certains pays voisins qui semblaient ricaner un peu, lorsque le Burkina était frappé, on a même caricaturé notre armée et j'avais dit qu'ils avaient tort de le prendre ainsi parce que leur tour viendrait. Il me semble que c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui est étonnant justement, c'est que nous constatons cette incapacité à se mettre ensemble pour faire face à un problème qui ne concerne pas un seul pays, mais un ensemble de pays. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, je ne vais pas reprendre ce que le docteur Sangaré a déjà développé. Il est certain que des enjeux, des intérêts entrent en ligne de compte sur la base de l'adage bien connu que pour rien, il faut diviser. Mais nous parlons de synergie. Synergie, pourquoi? Parce que nous voulons des résultats. Et ça fait, en tout cas, un certain nombre d'années que nous ne voyons pas ces résultats-là, en tout cas pas à la hauteur de nos attentes. À partir de ce moment, que faut-il faire? Vous avez observé que nous ne sommes pas parvenus au stade de fédération de nos États, et Maître Kielem rappelait, de façon historique, tous les embûches qui ont été mis sur notre chemin pour que cette fédération n'ait pas lieu. Il a si bien rappelé le premier projet de la fédération du Mali. Et on sait comment ce projet a été bâti en brèche, parce qu'on y a opposé le Conseil de l'Entente. Il y a eu la rencontre de Casablanca, et qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Il y a eu la rencontre de Monrovia pour contrebalancer. Donc à chaque fois que les Africains entreprennent de se réunir, on trouve le moyen
de semer la zizanie et de les diviser. Mais à l'heure actuelle, il y a une lueur d'espoir. Parce qu'il y a un acteur d'un type nouveau qui est apparu sur la scène. Je vais parler des activistes qui sont très visibles sur les réseaux sociaux actuellement et qui chaque jour se font entendre. Je ne citerai pas de nom, vous savez certainement à qui je fais allusion, et qui sont écoutés. De telle sorte que c'est, à mon avis, un outil à ne pas négliger, même si souvent, évidemment, ceux qui prétendent nous aider essaient de mettre en conflit les pouvoirs politiques et cette nouvelle communauté-là. C'est à nous de trouver l'intelligence pour que chacun puisse apporter sa contribution et que nous puissions donc réaliser, ne serait-ce que par étapes. Parce que vous avez par exemple l'Union africaine, vous avez la CEDEAO, et on ne les voit pas trop dans cette affaire-là de déstabilisation d'Israël. Tout ça nous questionne. Et donc, alors, vous m'étendez la pêche, c'est le dernier point de ce débat. On remarque cette superposition d'institutions dans l'espace sahélien, par exemple. Vous avez le G5 Sahel, la CEDEAO, vous avez l'Union africaine, vous avez la MINUSMA au Mali, donc, qui est là au nom de l'ONU. Est-ce que vous sentez que ces institutions qui sont présentes apportent une part significative dans cette lutte contre le terrorisme, Maître Apollinaire Kelem? D'abord, il faut préciser une chose. Pourquoi ces institutions? Kwame Nkrumah l'avait prévu. Il a écrit son bouquin Africa Must Unite. Et dans ça, il avait dit que si l'Afrique ne s'unit pas, ce sera de petites structures comme ça qui vont essaimer à travers le continent et ça n'aboutira à rien. Pourquoi vous avez oublié l'UEMOA? Pourquoi il y a l'UEMOA, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente, les SILS, etc. Mais justement, c'est parce que nous ne sommes pas ensemble. Est-ce que vous avez vu? Donc, en fonction des bailleurs, des intérêts des bailleurs de fonds, ils suscitent telle structure ici et telle structure là-bas. L'intérêt des populations, ce n'est pas leur premier objectif. Mais c'est plutôt, en tant que juriste, je peux ajouter autre chose, l'OADA. Même si vous n'êtes pas des juristes, vous avez entendu parler de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Est-ce que vous avez vu? Donc, à partir du moment où nous ne sommes pas unis, le champ est vierge. Chacun vient et pioche comme il veut en fonction de ses intérêts. Si ça lui plaît, il fait créer ceci, ça lui plaît G5 Sahel par là. Les Américains ont voulu aussi créer un truc là, pour militaire là. Voilà, il y a eu une opposition avec la France, comme les zones sont réparties. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que tout ça là, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Donc si on avait venu à la fois dans le même espace, UEMOA, CEDEAO, SILS, Liptako Gourma, pour jouer finalement, pour jouer le même rôle. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, mais cela dit, il faut dire aussi que bon, il faut se contenter de ce qu'on a. Et chacun peut avoir son espace de manœuvre et de liberté. Parce que même au sein de l'Union européenne, nous voyons que l'Union européenne existe, mais il y a toujours le Benelux qui est là, et qui regroupe les 6 États là, la Belgique, non, les 3 États plutôt, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Est-ce que vous avez vu? Même l'ancêtre de l'Union européenne, qui est la Commission du charbon et de l'acier, qui regroupait la France et l'Allemagne, existe toujours. Donc, il peut toujours avoir un rôle spécifique. Alors, si les zones d'intervention de chacun est bien précisée. Donc, la superposition des institutions ne gêne pas si chacun joue son rôle. Maintenant, dans l'intervention de la sécurité, il faut dire que moi, je ne sens pas ça beaucoup au Sahel. Ce qui ne veut pas dire que peut-être qu'ils n'agissent pas. Je sais qu'à un moment donné, l'UEMOA avait voté un budget de soutien aux pays frappés par l'insécurité. Est-ce que vous avez vu? C'est vrai que ce n'était pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous voyez? Mais l'intervention de la CEDEAO, ce n'est pas la même chose qu'au temps de l'Icomore. Quand il fallait chasser, par exemple, quand il fallait guerroyer au Libéria, voilà, pour sauver les structures étatiques, etc. On ne sent pas ça. Est-ce que vous avez vu? Mais je sais que la CEDEAO aussi est déjà intervenue dans la lutte contre l'insécurité au Sahel, financièrement. Parce que ce n'est pas substantiel, mais ils font des gestes quand même. Mais ce n'est pas significatif.
Ça aurait pu être beaucoup plus. Mais tout c'est dû au fait que nous regardons tous des directions différentes. Mais si vous prenez le cas de la CEDEAO par exemple, vous avez 2 blocs, pour ne pas dire 3. Vous avez d'un côté l'UEMOA, vous avez de l'autre côté le Nigeria, et vous avez de l'autre côté les autres États. Est-ce que vous avez vu? Et chacun regarde de son côté. Et c'est ce qui fait que le problème de la monnaie unique même se pose. Et on n'arrive pas à le régler. Bon, moi, on avait dit qu'en 2003, il y a eu un sommet, et je pense à Conakry, on avait dit qu'en 2003, ce serait l'ère de la monnaie unique. Moi, j'ai rigolé. Parce que je sais comment se créer une monnaie. Et je savais que c'était pas possible. Alassane Ouattara est venu dire avec Macron que 2020, oui, c'est quoi là? C'est l'écho de l'idée. J'ai rigolé. Parce que quand vous savez comment on met en place une monnaie, et vous voyez l'état actuel des pays, même de la CEDEAO, vous savez que c'est un problème difficile. Donc, alors, aujourd'hui, on voit une menace terroriste qui est en train de se répandre. Je l'ai dit au début, l'année 2021 a été l'année de son expansion vers les pays côtiers, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant là cette nécessité d'une certaine coordination dans les actions entre les différentes institutions, le G5 Sahel, la CEDEAO, l'ONU, qui agissent un peu dans le même espace géographique? Toutes ces institutions fonctionnent avec de l'argent. Celui qui amène de l'argent amène l'agenda. Et quand cet agenda ne va pas dans le sens de ses propres intérêts, il va toujours divertir les gouvernants pour aller dans le sens qui l'arrange ou les diviser. Et aujourd'hui, le G5 Sahel, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas encore efficace pour aider un pays comme le Burkina à faire face au terrorisme. Sinon, nos chefs d'État se sont impliqués sur sa mise en place, mais quand le terrorisme a contaminé le Burkina, il ne fait qu'avancer, et comme si le G5 Sahel n'existait pas. Et il me semble qu'il faut qu'on aille au-delà de ces instances politiques et redescendre au niveau des peuples. Pourquoi? À la frontière de chacun des États se trouvent les mêmes groupes ethniques, les mêmes populations qui ont les mêmes référents culturels et tout. Il faut que les populations puisent dans leurs valeurs les éléments nécessaires même pour se défendre, parce que les États qui sont démunis, qui font face à des milliers de priorités, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas d'armée, un nombre d'hommes suffisant pour pouvoir être partout, si les peuples peuvent s'unir et faire face à ce qui les tue, moi je pense que c'est la solution la plus immédiatement possible et facile à mettre en place. Est-ce que ce n'est pas l'absence de synergie qui fait dire qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas cette synergie, suffisant? Parce que si c'est une synergie qui doit être impulsée, qui aurait pu, par exemple, non, je vais dire, si c'est une synergie qui doit être impulsée par les États, nous restons toujours fragilisés par des accords signés avec des acteurs externes qui viennent s'imposer dans ce qui doit être fait. Mais si les peuples se décident, face même à la menace à leur propre survie, de trouver des moyens internes pour faire face, je pense que, bon, je ne vais pas prendre l'exemple des VDP, compte tenu de toutes les difficultés qu'on rencontre, mais je pense que c'est un exemple quand même qui montre que les populations ne peuvent pas passer leur temps à fuir devant des ennemis qui sont des ennemis qui naissent même à l'intérieur des communautés et qui se retournent contre les mêmes communautés pour les détruire. À un moment donné, il faut que les peuples eux-mêmes se prennent en main. Et maintenant, les gouvernants qui sont fragilisés, quand il y a terrorisme dans un État, l'État devient fragile. Et quand un État est fragilisé, il va avec les moyens qu'il a, mais avec moins de chances de s'en sortir. En Afghanistan, si il ne tenait qu'à l'État afghan avec Amir Karzai et tous ceux qui ont suivi, l'Afghanistan là, il va rester, l'Alliance internationale va y rester. Ils ont fait 20 ans, ils ont tiré eux-mêmes la leçon que c'est un échec et ils sont partis. Nous ici aussi, tant qu'on va compter sur ce qui est bâti au niveau institutionnel de l'État pour agir là, ceux qui viennent soi-disant pour nous aider là, ils vont, parce que dès que c'est l'État qui agit, ceux qui aident, ils viennent pour aider. Mais quand, bon, comme on l'a vu avec la France,
c'est de l'aide avec la bouche, mais dans la réalité, on ne voit rien. Donc moi, je veux qu'il y ait une approche hybride. La synergie au niveau des peuples et la synergie au niveau des politiques. Si les États au niveau politique arrivent à bâtir quelque chose de solide et qu'on quitte des trucs de trahison perpétuelle entre leaders de la sous-région comme ce fut le temps depuis les indépendances, pour enfin bâtir quelque chose de fédéral, ça serait tant mieux. Mais si on n'arrive pas là-bas, et qu'en bas les peuples sont là, ils crient chaque jour en attendant le secours des États, pendant qu'ils sont en train d'être détruits, c'est malheureux. Donc il faut responsabiliser les peuples, mais en même temps responsabiliser les États. Et les États étant fragiles actuellement et dépendant de l'aide financière, l'aide technique et un équipement de l'extérieur, ou contrariés en cela par l'extérieur, diversifions les stratégies et ne dépendons pas seulement de cette façon de voir qui dit que c'est l'État qui va venir résoudre les problèmes. Donc, il ne faut pas forcément attendre grand chose des institutions. Pas tout. N'en parlons pas des institutions sous-régionales. C'est des institutions, à mon sens, budgétivores. Parce que si toutes font la même chose et qu'à la fin, on ne voit aucun résultat. Depuis 60 ans, on est là. Il y a presque toutes ces institutions. Tu prends le Conseil de l'Entente. Je cite Conseil de l'Entente à plusieurs reprises parce que les accords français sont basés sur le Conseil de l'Entente. Et que dans le cadre du Conseil de l'Entente, ce que tu as signé avec le Burkina, tu vas signer avec le Mali, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire et puis le Bénin, les mêmes ententes. Mais au lieu que les pays se mettent ensemble pour avoir un seul accord avec la seule France, c'est des accords bilatéraux par pays qui l'a signé. Cela ne nous avantage pas. On aurait pu faire un accord unique entre tous les pays concernés avec la seule France. Or, en divisant des accords par pays, tout cela, ça émiette les armées, ça émiette les équipements, ça émiette les stratégies militaires pour même défendre les pays. Monsieur Compaoré, est-ce que ces institutions peuvent faire quelque chose en synergie, ONU, CEDEAO, G5 Sahel, UEMOA? J'irai dans le même sens que mes prédécesseurs en disant que lorsqu'on a vu qu'ils se mettaient en place justement ces différentes initiatives qui accouraient à sapeurs-pompiers, nous avions à l'époque estimé qu'il y avait un risque d'enlisement de la crise parce qu'on allait vers une institutionnalisation de la crise. Les institutions s'installent sur la base d'une crise. À partir de ce moment, du peu qu'on sait des institutions de cette nature-là, elles travailleront à ce que la crise perdure, à ce que la crise soit permanente, parce qu'il y a des enjeux. Nous ne savons pas combien coûte un soldat français engagé au Sahel par rapport à un soldat malien ou un soldat nigérien. Et de toute façon, nous avons eu largement le temps de faire le bilan de l'action de ces institutions-là. Il serait bon que nous prenions nos responsabilités et à deux niveaux. D'abord, au niveau national, nous pouvons estimer que nos pères nous ont fait l'honneur d'arracher les indépendances politiques. Nous avons le devoir d'assumer ces indépendances-là, c'est-à-dire de traiter d'égal à égal entre États. Et donc si nos pays arrivent à ce niveau de prise de conscience de sa propre valeur, à ce niveau d'indépendance et d'affirmation de la volonté de liberté, à partir de ce moment, chaque État africain pourrait dire à son vis-à-vis occidental, eh bien, je décide en toute souveraineté de me fédérer avec tel ou tel autre État africain dans un cadre beaucoup plus global. Nous n'avons pas encore atteint, malheureusement, ce niveau-là d'indépendance. Et par conséquent, il nous faut en tout cas trouver une alternative. Et là, j'irai dans le sens de docteur Sangaré, en appelant à ce que nous exhortions nos peuples à assumer aussi leur rôle historique.
je pense que c'était la nuit dernière, j'ai pu visionner une vidéo d'un jeune Burkinabé installé au Mali, qui combat au Mali et qui disait qu'il se met en route pour le front et que cette fois-ci, il combattrait depuis le Mali jusqu'à la frontière du Burkina et que si les Burkinabés permettaient, il traverserait la frontière. Donc je pense que les populations commencent à comprendre qu'ils ont un rôle déterminant à jouer et on voit bien qu'elles sont de plus en plus motivées à jouer ce rôle-là. Vous avez certainement pu entendre et visionner un certain nombre de documents audiovisuels depuis le dernier drame là. Au-delà de la colère qui est tout à fait légitime, il y a également des résolutions que les uns et les autres prennent. Ouais. Merci. On est déjà à la fin. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, votre dernier mot sur les types de coopération qu'il faut tant au plan bilatéral que multilatéral pour venir à bout du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Bon, au bout du terrorisme, comme de tous nos mots, le vrai problème, c'est que dans nos pays, là, je dirais qu'on n'est pas assez mature. C'est-à-dire qu'on attend que la solution vienne d'ailleurs. Quand vous avez vu cette crise d'insécurité, là, qu'est-ce qu'on fait? Quand les Maliens disent met la France de côté, on appelle la Russie. Nous, au Burkina, on se dit on peut garder la France, mais on va du côté de la Turquie, du côté de... Alors que l'apport étranger ne doit venir que pour soutenir l'effort national. C'est-à-dire, tant que nous serons là, à voir la solution venant de l'extérieur, on ne pourra régler aucun problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'aide qui vient de l'extérieur ne doit être qu'un appoint par rapport à l'effort national. À partir de là, maintenant, vous voyez qui peut venir porter son apport par rapport à ce que vous faites. Alors, nous avons un vide chez nous et on veut que l'étranger vienne combler ça et résoudre nos aspirations. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ça notre vrai problème. Le problème d'insécurité qui prévaut ici, là, nous, on peut le régler nous-mêmes. En quoi faisons? Non, mais écoutez. C'est la question justement. Non, écoutez, je vais vous répondre. Le budget de l'État, là, c'est combien? Pour la défense, 400 milliards. Avec ce... Moi, j'ai dit qu'il faut appeler le peuple, décréter le peuple en armes. Est-ce que vous avez vu? Si on décrète le peuple en armes, en peu de temps, on va chasser les indésirables. Je prends souvent l'exemple, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sous la Convention en France au moment de la Révolution française. Quand il y a eu la Révolution française, ce qui s'est passé, c'était la seule république à l'époque. L'Europe était une Europe monarchique. Donc les autres monarchies voulaient détruire cette gangrène-là. Ils sont ligués contre la France. Mais qu'est-ce que le régime a fait à l'aide? Il a décrété le peuple en armes. Tous les Français en âge de combattre, ils ont chassé les monarchies autrichiennes, prussiennes, tous ceux qui étaient réunis. Vous vous rappelez même de la fuite de Louis XVI qu'on a arrêté à Varennes, qui partait en Autriche pour demander du secours là, après là. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est en décrétant le peuple en armes sous la Convention, la France a gagné contre les monarchies européennes coalisées. C'est pour dire qu'ici là, si on décrète le peuple en armes, vous avez vu le travail que les VDP font, des gens qu'on a formés en peu de temps, mais qui combattent avec plus, n'est-ce pas, de vigueur, de passion que les militaires. Il y en a même qui s'amusent à dire que les militaires se font escorter par les VDP. Est-ce que vous avez vu? C'est pour dire que quand le peuple se met en armes, il va jusqu'au bout. Et comme je l'ai toujours dit, les militaires combattent pour deux choses, les décorations et le salaire. Et quand ils voient que son engagement là dépasse ce qu'il peut gagner comme salaire et comme décoration, il fuit. Donc vous appelez donc à un engagement populaire et un peu collectif dans tous les pays qui peut nous sauver. De la sous-région. C'est ça qui peut nous sauver. Oui, c'est le même appel que Mme Sangaré et Ernest Compaoré ont également lancé. On va s'arrêter ici pour cette émission. Merci à vous, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Je rappelle que vous êtes avocat et directeur du Centre de recherche internationale et stratégique, en abrégé CRI. Merci également à Dr Nestorine Sangaré, sociologue, ancienne ministre en charge de la femme, et à M. Ernest Compaoré, secrétaire général de l'OPA-BF, l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.